Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de l'IWEPS, l'Institut Wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique, consacré à ses publications, travaux et actualités. À la présentation, Aurélie Hendrix et à la technique, Laurent Verly. Alors aujourd'hui, à l'approche de la Journée mondiale de lutte contre la pauvreté du 17 octobre, nous vous proposons un épisode consacré à la pauvreté en Wallonie. Nous allons explorer ensemble les principaux enseignements de l'édition 2025 du tableau de bord de la pauvreté. Alors pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir François Guesquière, auteur du rapport et chargé de recherche à l'IWEPS. Bonjour François. Bonjour Aurélie. Alors François, pour commencer, pouvez-vous nous expliquer ce qu'est un tableau de bord de la pauvreté et pourquoi cet outil est important pour la Wallonie ? Un tableau de bord de la pauvreté, en fait, c'est un ensemble d'indicateurs qui sont représentés dans une publication dont l'objectif est de mieux comprendre la réalité sociale de la pauvreté en Wallonie. Donc on a mis plusieurs indicateurs, donc c'est un tableau de bord, c'est pas juste un indicateur, qui permettent d'éclairer plusieurs angles d'approche de la pauvreté pour mieux comprendre la réalité. Et donc c'est une publication qu'on fait chaque année qui permet d'actualiser les chiffres et de mieux comprendre la situation au fil des ans. Alors donc ce tableau de bord, il est composé d'une vingtaine de fiches qui regroupent toute une série d'indicateurs donc relatifs à la pauvreté et ces fiches sont compilées sous la forme d'un rapport. Alors dans ce rapport, vous évoquez la complexité finalement de mesurer les inégalités sociales. Quels sont les principaux défis méthodologiques auxquels vous avez dû faire face ? Le principal défi, c'est qu'il y a une pluralité d'indicateurs. En fait, il y a une pluralité d'indicateurs. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas qu'une seule pauvreté. En fait, il y a plusieurs pauvretés. Alors, pourquoi il y a plusieurs pauvretés ? Parce que les indicateurs et les mesures qu'on peut avoir de la pauvreté, ils peuvent différer. Ils peuvent différer selon trois éléments. Il y a d'abord l'objet de la pauvreté. C'est quoi la pauvreté ? Est-ce que c'est le revenu ? Est-ce que c'est le fait de renoncer à de l'accès à certaines choses, certains biens, certains services ? Est-ce que c'est le logement? Est-ce que c'est les conditions de vie? Est-ce que c'est le fait d'absence de logement? Est-ce que c'est aussi, ça peut être aussi la perception d'une allocation sociale? Parce qu'on peut aussi définir la pauvreté comme un rapport de la société à elle-même. Et donc, que les pauvres sont ceux qui sont désignés comme pauvres par la société elle-même. Donc là, il y a d'abord, on va dire, la dimension quoi, qui peut varier. Puis il y a une deuxième dimension, c'est comment on regarde la pauvreté. C'est-à-dire, au-delà de ce qu'on regarde, c'est la manière dont on le regarde. Un exemple, c'est il y a des indicateurs relatifs et des indicateurs absolus de pauvreté. L'indicateur relatif le plus connu, c'est le taux de pauvreté monétaire, taux de risque de pauvreté, qui se base sur le seuil de pauvreté. Et donc, c'est les ménages dont le revenu est inférieur au seuil de pauvreté, donc qui ont un revenu faible. Mais ce seuil, il varie selon les sociétés. Il est spécifique à chaque pays et à chaque année. Donc, une personne avec un tel revenu peut être considérée pauvre en Belgique cette année, mais ne sera pas nécessairement dans un autre pays ou en Belgique il y a 20 ans ou il y a 5 ans. Donc là, c'est un indicateur relatif. Et puis, il y a des indicateurs plutôt absolus où là, il y a une question. Est-ce que vous avez accès à ceci ou à cela? Et là, ça ne varie pas dans le temps et entre les sociétés. Puis, la question de la pauvreté est aussi liée aux inégalités. Donc, on peut aussi avoir des indicateurs d'inégalité, donc d'écart, qui sont encore différents. Et puis le dernier élément, c'est plus méthodologique, mais c'est quand même très important, c'est qu'il y a plusieurs sources différentes pour mesurer la pauvreté. Donc on a des indicateurs qui sont construits, ils proviennent de procédés techniques, on a été récolter des informations. Et il y a deux grandes sources qu'on utilise pour mesurer. Il y a des indicateurs qui proviennent d'enquêtes. Ici, on utilise principalement des données de l'enquête SILC, qui est une enquête réalisée par Stadbel dans le cadre d'Eurostat, et on a interrogé à peu près 7000 ménages en Belgique, ça fait à peu près plus de 2000 en Wallonie, et tous les adultes du ménage sont interrogés. Et donc là, les enquêtes, ça a des avantages, c'est que les questions peuvent être posées, et donc on peut éclairer des choses, enfin ce qu'on veut en fait. Donc on a des questions sur la privation, c'est est-ce que les gens renoncent à des choses, ça c'est des choses. Un exemple peut-être de questions. Ouais, par exemple, une des questions, on a beaucoup parlé récemment avec les questions d'augmentation des coûts de l'énergie il y a quelques années, c'est est-ce que vous avez les moyens de chauffer correctement votre habitation, ou est-ce que c'est trop cher pour vous? Là, ça peut être une question qui est posée. Et ça, c'est des choses qui ne sont pas enregistrées nulle part. Donc, aucune administration ne sait si la personne a dû renoncer à chauffer son logement. Alors, il y a quand même des inconvénients à ces enquêtes. Mais on n'interroge pas tout le monde en Belgique. Donc, c'est un échantillon, c'est fait sérieusement. C'est un échantillon aléatoire sur base du registre national. Mais le fait qu'il y ait un échantillon implique qu'on a des intervalles de confiance, donc ce qu'on appelle des marges d'erreur. Et donc, on ne sait pas descendre à un niveau géographique très fin. Donc, en dessous du niveau régional, c'est vraiment compliqué. Et aussi, si on veut comparer d'année en année,
les petites variations de 1 point de pourcentage d'une année à l'autre, elles ne sont pas statistiquement significatives. Donc s'il y a des grandes tendances sur 10 ans structurelles, on peut les observer, mais s'il y a des petites variations d'une année à l'autre plus conjoncturelles, ça, ce n'est pas vraiment mesurable par une enquête de cette taille-là. Alors, l'autre source de données, donc je parlais beaucoup des enquêtes, c'est une autre source, c'est ce qu'on appelle les données administratives. Donc là, on n'interroge pas les gens, on va chercher des données dans les administrations. Par exemple, c'est les données fiscales, donc on peut avoir des données sur le revenu qui proviennent des déclarations fiscales des personnes. Et là, on peut voir qui a des revenus faibles d'après les déclarations d'impôt. Et là, on a des avantages et des inconvénients un peu inverses. On a ce qui est collecté par l'administration et qui n'est pas un but scientifique. Donc le revenu fiscal, c'est qu'on ne prend pas tous les revenus. Par exemple, les allocations familiales, ils ne sont pas dans le revenu fiscal. Le revenu d'intégration non plus. Il y a certains revenus qui ne sont pas dedans non plus, des revenus de fonctionnaires internationaux, etc. Donc on n'a pas vraiment une définition du concept tel qu'on le voudrait en tant que chercheur. Par contre, on a des avantages qui sont un peu l'inverse des données d'enquête. C'est qu'on a une couverture totale de la population. Donc, on peut travailler à un niveau géographique fin, on peut travailler jusqu'au niveau communal ou même au niveau infracommunal du quartier. Donc là, on peut localiser la pauvreté, c'est intéressant au niveau géographique aussi. Et alors, on peut aussi voir des évolutions plus fines. Bon, un inconvénient, c'est qu'aussi, parfois, il y a des changements dans les statuts, voilà, je prends le revenu fiscal, mais s'il y a des changements de réforme fiscale, parfois certains revenus sont plus enregistrés ou d'autres deviennent enregistrés. Donc là, il faut aussi faire très attention sur l'évolution qui peut être liée à une évolution du dispositif, parfois plus que de la situation sociale des personnes. Et donc une diversité d'indicateurs avec des limites qui leur sont propres, et d'où l'intérêt de les regrouper dans un tableau de bord et pour avoir une vue la plus complète possible de la situation. Oui, tout à fait, c'est ça l'intérêt d'avoir plusieurs indicateurs, c'est qu'en fait, parfois on a l'impression que la statistique, c'est la réalité, c'est que c'est pas la réalité. Une statistique, on regarde la réalité à travers un angle d'approche. Et donc, le fait d'avoir plusieurs indicateurs, ça peut d'avoir plusieurs angles d'approche et alors d'avoir une vue plus complète de la réalité. Que si on a juste un seul indicateur, on ne regarde la réalité avec un seul point de vue et on ne voit pas tout. Tandis que si on en a plusieurs, on arrive à avoir une vision plus complète de la réalité. Et les indicateurs, ils se complètent justement. Donc, ils mesurent des choses différentes, de manière différente, avec des sources différentes, mais ils permettent justement de se compléter et d'avoir une meilleure vision de la réalité. Alors justement, parmi ces chiffres, parce qu'on va quand même devoir en sélectionner quelques-uns pour en discuter ici, il y a notamment donc, le taux de risque de pauvreté en Wallonie qui est de 13,5% en 2024. Alors peut-être quelques mots sur ce chiffre. Comment ce chiffre se situe-t-il par rapport aux autres régions du pays et même des pays européens ? Donc ici, peut-être pour rappel, pour préciser, le taux de risque de pauvreté, c'est quoi ? C'est les ménages dont le revenu est faible, sous le seuil de pauvreté. Le seuil de pauvreté, c'est défini par rapport au revenu médian de l'ensemble du pays. Donc c'est un revenu équivalent, donc qui est pondéré par la taille du ménage pour ajuster, prendre en compte le fait que quand on vit à plusieurs, on fait des économies d'échelle. Donc une famille de 5 personnes n'a pas autant besoin que 5 personnes seules ensemble. Alors, le fait qu'il soit à 13,5%, il y a des grandes différences entre régions, en fait. Donc, en Wallonie, on a un taux qui est largement supérieur au taux en Flandre, mais qui est plus faible que le taux à Bruxelles. Donc là, on a une situation un peu intermédiaire. On peut peut-être citer les chiffres du taux de pauvreté à Bruxelles et en Flandre, pour avoir une idée de comparaison. Mais à Bruxelles, on est un peu supérieur à 25%, et en Flandre, on est entre 5 et 10%. C'est ça. Alors ça dépend un peu d'une année à l'autre. Comme je disais, c'est parfois mieux d'avoir une estimation que vraiment le chiffre précis, puisque c'est une estimation. Donc on est vraiment entre les deux. Alors on a aussi une grande stabilité dans le taux. Si on regarde sur une vingtaine d'années, ici on est un peu plus bas parce qu'on était plutôt en Wallonie entre 15 et 20%. Ici, les dernières années, on est un peu plus bas. Mais il faut voir si c'est une évolution plus structurelle parce qu'il y a les intervalles de confiance ou est-ce que c'est conjoncturel et que c'est juste parce que c'était ces années-ci, on a tiré un échantillon, il y avait un peu moins de personnes avec des revenus plus faibles en Wallonie. Ouais, on peut difficilement tirer de conclusion sur une évolution dans un sens ou dans l'autre d'une année à l'autre. Oui, d'une année à l'autre, c'est très compliqué. Comme on le disait, il y a des intervalles de confiance, il y a des marges d'erreur, donc c'est assez compliqué. Et sur le temps long, sur une vingtaine d'années, on voit plutôt une stabilité. Et cette hiérarchie forte entre régions, elle est assez marquée. Alors, pour comparer avec d'autres pays européens, c'est compliqué cet indicateur-là. Parce qu'en fait, comme on le disait, le seuil, il dépend du revenu médian du pays.
Et donc, on a des seuils différents. Donc, par exemple, au Luxembourg, le seuil de pauvreté, il est beaucoup plus élevé que le seuil en Wallonie, qui est en fait le seuil belge qu'on utilise. À l'inverse, il y a des pays qui ont des taux de pauvreté assez faibles, comme en République tchèque ou en Slovaquie, mais qui ont des seuils de pauvreté plus bas aussi. Voilà, c'est assez compliqué à comparer, mais il y a d'autres indicateurs qui permettent de comparer. Alors, un autre indicateur assez marquant, c'est celui de la privation matérielle et sociale qui touche 16,2% de la population en Wallonie. Alors, que recouvre exactement cette notion de privation matérielle et sociale, François ? Mais donc là, c'est un indicateur où on pose des questions aux ménages. Est-ce qu'ils doivent se priver de choses ? Donc on leur demande, est-ce que vous avez accès ou pas à ça ? Et on comptabilise tous les ménages et les personnes en fait qui déclarent ne pas avoir accès à tel bien, à tel service pour des raisons financières. Donc si c'est pour une autre raison, par exemple il y a une question sur l'accès à Internet, si vous n'avez pas accès à Internet mais que c'est pas pour des raisons financières, que ce soit un choix, que ce soit que vous vivez dans une zone où il n'y a pas Internet, mais là vous n'êtes pas considéré comme en privation pour cette question-là. Alors il y a 13 questions qui sont reprises et on considère que les personnes sont en privation matérielle et sociale quand il y a au moins 5 critères pour lesquels elles sont privées. Peut-être quelques exemples. On a parlé de l'accès à Internet, mais il y a d'autres... On peut les citer. Donc, il y a le fait, par exemple, de payer à temps le loyer, l'emprunt hypothécaire ou les charges liées au logement ou les crédits à la consommation. Donc, il y a le fait de chauffer correctement son logement, le fait d'avoir assez d'épargne pour faire face seul à une dépense inattendue d'environ 1 400 €, avoir la possibilité de manger des protéines, donc de la viande, un équivalent végétarien tous les 2 jours, partir une semaine en vacances une fois par an, pas nécessairement à l'étranger, ça peut être en Belgique, pouvoir remplacer les meubles usés ou dégradés, avoir une voiture, avoir au moins 2 paires de chaussures, pouvoir remplacer les vêtements usés par des vêtements neufs, se retrouver avec des amis pour dîner ou boire un verre au moins une fois par mois, participer régulièrement à des activités de loisirs, dépenser pour soi une petite somme d'argent chaque fois par semaine et avoir un accès personnel à Internet. Okay. Donc aujourd'hui, en Wallonie, 16,2% des Wallonnes et des Wallons sont donc en situation de privation matérielle et sociale. Donc ça veut dire qu'on a à peu près 1/6 de la population qui, parmi tous les critères que je vous ai cités, en a au moins 5 pour lesquels ils n'y arrivent pas pour des raisons financières. C'est ça. Comparativement à l'indicateur de taux de risque de pauvreté monétaire dont on a parlé tantôt, cet indicateur-ci, qui est aussi un indicateur européen, comme c'est un indicateur sur base de questions et qu'il n'y a pas de seuil qui varie selon les pays, ça permet aussi plus facilement de comparer la situation de chaque pays. Donc il y avait la question de où se situe la Wallonie. Et là, on voit que la Wallonie se situe quand même dans une situation assez défavorable, puisque 16,2, c'est quand même assez élevé. C'est par exemple au niveau à peu près de l'Espagne, de la Hongrie, et on est à un niveau plus élevé que les pays proches, en fait. On est plus élevé que les Pays-Bas, plus élevé que la France, plus élevé que l'Allemagne. Vous soulignez aussi le taux de risque persistant de pauvreté. Alors là, on est à 10,3% des Wallonnes et des Wallons qui vivent donc dans la pauvreté depuis au moins 3 ans. Alors, que nous dit finalement cette donnée sur la durabilité des inégalités, François ? Mais donc là, c'est un indicateur qui permet de voir si les gens restent longtemps dans la pauvreté, puisque là, on se base sur les personnes qui sont en situation de pauvreté l'année de l'enquête, donc en termes de pauvreté monétaire par rapport au seuil de pauvreté, mais qu'il était aussi au moins 2 fois au cours des 3 années précédentes. Donc, c'est des personnes qui sont en situation de pauvreté durable. Alors, le fait que ce soit assez élevé, parce qu'on est là à plus de 10%, oui. Et c'est élevé par rapport au taux de risque de pauvreté qui est à 13,5%, montre qu'il y a une certaine durabilité de la pauvreté. Alors, ça permet de mieux comprendre que la pauvreté, c'est quelque chose de structurel. Souvent, on parle d'accident, on parle de la pauvreté. On dit les gens, ils sont tombés dans la pauvreté, ils ont perdu un emploi. Mais là, on se rend compte qu'il y a des éléments structurels qui font que ce n'est pas n'importe qui perd son emploi qui va tomber dans la pauvreté. Il y a toute une série de mécanismes qui font que ce n'est pas le hasard qu'une personne est dans la pauvreté, que ça ne change pas d'année en année. Il y en a un qui est dans la pauvreté, puis il n'est plus. Au-delà des quelques indicateurs qu'on vient de parcourir ensemble, le tableau de bord y met aussi en lumière certaines populations qui sont particulièrement vulnérables. Donc, je vais citer les locataires, les familles monoparentales, les jeunes. Oui, donc je disais, on n'est pas égal face au risque de pauvreté. On le voyait aussi avec le côté structurel. Et donc, il y a des publics qui sont plus à risque, qui ont plus de difficultés. Les locataires, c'est un exemple assez clair. Donc, si on regarde le taux de pauvreté des locataires sur le marché privé, donc hors locataire social, on est à environ 1 personne sur 5 en Wallonie, alors qu'on était à 13,5%
pour l'ensemble de la Wallonie, donc c'est plus, clairement. C'est pas le fait d'être locataire qui fait qu'on a un revenu plus faible. C'est plutôt le fait d'avoir un revenu faible qui limite l'accès à la propriété. Mais il y a quand même, on peut dire, une forme de double peine, puisque quand on est locataire, mais on a une dépense de loyer, et à terme, on ne va pas être propriétaire sans emprunt hypothécaire, et donc on va toujours avoir une dépense à payer. Et alors aussi, les locataires, souvent, vivent dans des logements de moins bonne qualité que les propriétaires. Par rapport aux familles monoparentales, là, au niveau démographique, c'est le type de ménage qui est le plus exposé à la pauvreté en Wallonie. Et alors, c'est souvent des femmes qui sont à leur tête. Et là aussi, on a des taux très élevés. Donc, par exemple, si on regarde le taux de risque pauvreté monétaire, quand on regarde les familles monoparentales, on est à 24,2% des familles monoparentales dont le revenu est inférieur au seuil de pauvreté. Alors qu'on était à 13,5 pour la population wallonne dans son ensemble. Oui, et ça se retrouve aussi pour les indicateurs de privation matérielle et sociale, puisque là, on est à 34,8% pour les monoparentaux, ce qui est aussi le double de l'ensemble de la privation pour l'ensemble de la population wallonne. Donc c'est le type de ménage qui est le plus fréquemment fait face à la pauvreté, mais il y a une conjonction de facteurs, hein. Donc ce sont des ménages avec des revenus plus faibles, il n'y a qu'un par an. Souvent, c'est des ménages qui ont aussi d'autres difficultés en termes d'emploi, en termes de diplôme. Et il y a des frais plus importants, puisqu'on a un parent avec des enfants. Et donc avec des ressources plus faibles, un temps plus faible, c'est finalement plus compliqué de couvrir des dépenses plus élevées. On a aussi d'autres types de ménages. Les personnes isolées, jeunes, de moins de 65 ans, ont aussi des taux de pauvreté assez élevés en Wallonie. À l'inverse, c'est plutôt les couples sans enfants, âgés ou non, qui, eux, sont dans les situations les plus favorables. On comprend, souvent, il y a de revenus et il y a moins de dépenses. Mmh. Oui, vous parliez des jeunes et des familles monoparentales, mais les enfants sont eux aussi très touchés par la pauvreté. Donc 15,5% d'entre eux vivent sous le seuil de pauvreté en Wallonie. Oui, donc 15,5%, c'est supérieur à l'ensemble de la population wallonne. Alors, on a pu aussi mieux comprendre la situation des enfants à travers des questions de privation, mais spécifiques aux enfants. Et les enfants, c'est... Donc, quand on parle du taux de 15,5%, on a repris uniquement les moins de 18 ans. Les moins de 18 ans. Donc, ce qui permet d'avoir une différence. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a ici, cette année, dans l'enquête, un indicateur de privation lié aux enfants. Donc, je parlais de la privation, l'indicateur européen, mais là, il y a un indicateur spécifique dont les questions sont posées tous les 3 ans et qui permet de savoir dans quelles conditions vivent les enfants. Là, c'est uniquement les enfants de 1 à 15 ans inclus. Et là, on a à peu près 18,1% des enfants qui sont dans cette situation. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a des critères vraiment spécifiques aux enfants. Par exemple, on a la question de est-ce que vous avez des jouets d'extérieur, un vélo, des rollers, des choses comme ça. Il y a des questions sur est-ce que vous pouvez fêter les anniversaires, est-ce que vous avez les moyens de partir en excursion scolaire ou pas. Donc là, il y a toute une série de questions plus spécifiques aux enfants. Je ne vais pas toutes les citer parce qu'il y en a 17, mais c'est quelque chose qui est important. Alors, la privation aussi n'est pas la même pour tous les enfants. Donc on observe ici, comme on l'avait vu avant, mais c'est évidemment dans les familles monoparentales où il y a le plus de situations d'enfants qui sont en situation de privation, mais après viennent aussi les familles nombreuses. Donc les familles où il y a 3 ou plus enfants. Oui, donc on l'a vu, des publics qui sont particulièrement fragilisés. Est-ce qu'on peut dire, à contrario, que les travailleurs sont protégés de la pauvreté et que finalement donc, le travail protège ? Mais donc c'est quelque chose qu'on dit souvent, et c'est vrai que quand on regarde ici les personnes qui sont en emploi, donc là c'est dans l'enquête aussi, les personnes qui déclarent travailler, que ce soit à temps plein ou à temps partiel, mais on a des taux de privation beaucoup plus faibles puisqu'on est à 7,5%. Donc c'est moins que 13,5%, donc c'est presque la moitié. Donc oui, clairement le travail protège de la pauvreté. Mais on observe par contre que selon le type d'emploi, la situation de pauvreté n'est pas la même. Donc tous les emplois ne protègent pas de la même manière de la pauvreté. Par exemple, en termes de statut d'emploi, si on compare les indépendants, les salariés, il y a des différences. Donc, les salariés qui sont sous contrat temporaire, donc que ce soit des intérimaires ou des salariés en CDD, eux sont dans une situation de risque de pauvreté beaucoup plus fréquente, puisqu'on est entre 15 et 20% de ces personnes qui sont en situation de privation matérielle et sociale.
C'est aussi vrai pour la profession exercée par les travailleurs. Donc, selon la profession, les risques d'être confrontés à la pauvreté ne sont pas les mêmes. On observe sur la classification internationale des professions que ce qui est appelé la catégorie des professions élémentaires. Donc, cette catégorie, c'est celle des professions les moins qualifiées. On y retrouve par exemple là-dedans les chauffeurs, les aides de ménage, les aides de cuisine, les manœuvres. Mais eux sont dans des situations de risque de pauvreté beaucoup plus élevées, puisque en termes de privation matérielle et sociale, on a à peu près un tiers de ces personnes qui sont en situation de pauvreté. Donc là, on est supérieur à la situation générale en Wallonie, quoi. Donc là, la conclusion est de dire que le travail protège effectivement de la pauvreté, mais pas n'importe quel travail, puisqu'il y a des variations assez importantes selon les professions et selon les statuts dans lesquels le travail est effectué. Vous abordez aussi la question du genre dans le tableau de bord de la pauvreté. Donc, quels sont les indicateurs genrés que vous abordez et que nous enseigne-t-il ? Alors, la question du genre, en fait, c'est un peu compliqué. Au-delà du fait qu'on a vu qu'il y a un public qui est fort touché par la pauvreté, qui est plus féminin, qui sont la question des mères seules. Donc là, il y a beaucoup plus de mères seules que de pères seuls. Mais quand on regarde sur l'ensemble des chiffres, en fait, on a très peu de différences. Ils ne sont pas significatifs. Si on regarde le taux de risque de pauvreté des hommes et des femmes, il est virtuellement le même. Et il n'y a pas de différence statistiquement significative parce que c'est un indicateur qui sont construits au niveau du ménage. Donc, quand on regarde le revenu, pour voir si les personnes sont sous le seuil de pauvreté ou pas, c'est le revenu de l'ensemble du ménage. C'est pour ça qu'on peut parler de taux de pauvreté des enfants, parce que les enfants, ils n'ont pas de revenu à eux, c'est le revenu de leurs parents qui compte. Et donc là, à partir du moment où tout, on considère que c'est mis en commun, mais ça masque les inégalités au sein des ménages entre les hommes et les femmes. Et par contre, on a construit ce qu'on appelle un taux de dépendance financière. C'est comme un taux de pauvreté, mais uniquement sur base des revenus personnels. Donc on ne regarde pas ce que le ménage perçoit, mais ce que la personne elle-même perçoit. Et là, on observe des différences très fortes entre les hommes et les femmes, puisque pour les femmes, on est à 20% de dépendance financière. Donc, c'est un cinquième des femmes qui ont des revenus très faibles, inférieurs au seuil qu'on a dit de dépendance financière, alors que pour les hommes, on est à 11,3%. Donc, les femmes, c'est presque 2 fois plus élevé. Donc là, ça montre. Alors, c'est pas nécessairement les personnes qui vivent dans la pauvreté, mais ça montre quand même une situation de fonctionnement au sein du ménage où un revenu plus faible et aussi une situation de précarité en cas de séparation. Ça veut dire que si vous avez des revenus propres qui sont plus faibles, voilà, vous êtes dépendant, on a ce terme dépendant de votre conjoint, des personnes avec qui vous vivez, et si à un moment le ménage se dissout, vous aurez un revenu plus faible, et ça sous-entend plein d'éléments, une moins bonne carrière, plus difficile de retrouver éventuellement un emploi, etc. Tous les chiffres qu'on a évoqués jusqu'à maintenant sont des chiffres qui concernent la population wallonne dans son ensemble. Est-ce que il y a une dimension géographique quand même à la question de la pauvreté? Est-ce que vous voyez des différences en fonction de la partie de la Wallonie où les personnes habitent? Il y a effectivement des grosses différences au niveau géographique. Donc la Wallonie est fort polarisée géographiquement quand on regarde les indicateurs. Donc là, c'est les indicateurs qui viennent de l'administrative. Quand on regarde par exemple les indicateurs de personnes qui perçoivent un revenu d'intégration, quand on regarde les indicateurs de revenu fiscal, quand on regarde les indicateurs énergétiques, par exemple les ménages qui doivent recourir à un compteur à budget ou un compteur à prépaiement pour prépayer leur énergie parce qu'ils ont eu des problèmes avant, ils n'ont pas payé. On observe donc des différences fortes avec une structure qui est un peu la même pour chaque indicateur. La pauvreté elle est beaucoup plus concentrée dans les villes, donc on observe les villes, et particulièrement les villes du sud industriel, mais aussi l'ensemble des villes. Là, il y a beaucoup plus de pauvreté, surtout dans les centres des villes. On observe aussi certaines zones rurales où il y a plus de pauvreté. Elles concernent moins de personnes, mais les zones rurales éloignées des pôles, donc par exemple l'Entre-Sambre et Meuse, là c'est assez éloigné à la fois du pôle bruxellois, du pôle de Luxembourg, qui sont des pôles économiques assez importants. Au nord, ouest de la province de Luxembourg aussi, on est assez éloigné aussi à la fois de Luxembourgville et de Bruxelles. Là aussi, il y a plus de pauvreté. À l'inverse, les zones les plus aisées, c'est proche des 2 gros pôles économiques, donc le Brabant wallon qui est proche de Bruxelles et les communes proximité de Luxembourg. On observe aussi moins de pauvreté dans les zones périurbaines. Donc je disais les villes sont plus pauvres, mais les communes autour des villes, directement autour des villes, elles sont des communes plus aisées. Donc c'est assez visible sur des cartes quand on regarde Namur. Namur est plutôt pauvre, surtout le centre, mais quand on regarde les extérieurs, les communes autour de Namur, là c'est des communes plus aisées. C'est vrai aussi autour de Liège, autour de Mont-Charleroi, etc. Vous évoquiez le recours à l'aide sociale, au revenu d'intégration, donc parmi les indicateurs administratifs qui permettent de mesurer une différence, notamment au niveau géographique en Wallonie. Donc,
Le tableau de bord, il reprend aussi donc des indicateurs qui concernent l'accès à l'aide sociale. Finalement, qui y recourt le plus et que nous disent ces chiffres sur les mécanismes de solidarité en Wallonie? Mais donc, qui y recourt le plus? C'est des chiffres intéressants parce qu'on voit des différences assez fortes, notamment selon l'âge. Donc, quand on regarde qui recourt à l'aide sociale, et là on a pris l'ensemble de ce qui est revenu d'intégration sociale, aide équivalente qui est aussi donnée par les CPS, ou la GRAPA qui est l'ultime aide financière pour les personnes âgées, on observe des différences assez fortes selon l'âge. Donc c'est beaucoup plus les jeunes qui recourent à cette aide. Donc si on prend là les 18-24 ans, mais en Wallonie, il y en a en moyenne chaque mois 8,37% qui bénéficient d'un revenu d'intégration ou d'une aide équivalente. Si on a pour l'ensemble de la population des majeurs, on est à moitié moins, puisqu'on est à 4,14%. Donc là, ça montre quand même quelque chose de très différent selon l'âge. Et cette différence s'accroît avec le temps. Donc, si on regardait il y a une vingtaine d'années, au début des chiffres, en 2003, on était à un peu plus de 4% pour les jeunes qui bénéficiaient du revenu d'intégration. Donc là, il y a une croissance beaucoup plus forte chez les jeunes, et il y a une croissance générale de ces mécanismes d'aide. Alors c'est compliqué à savoir, est-ce que c'est que de la pauvreté qui augmente? Est-ce que c'est l'aide qui augmente? On a aussi un changement dont la limitation des allocations qu'on appelait d'attente avant, qu'on appelle maintenant d'allocations d'insertion dans le temps, à 3 ans, qui ont fait qu'il y a toute une série de personnes plus jeunes qui sont passées du chômage au CPS. Et donc on a vu, nous, dans nos chiffres, une augmentation forte, surtout chez les plus jeunes et non moins chez les plus âgés, des personnes recourant à ce type d'aide au moment où cette réforme a été mise en place dans les années qui ont suivi. Donc là, il y a des mécanismes aussi, ça témoigne de mécanismes de glissement. Donc on a un glissement de l'assurance sociale, donc le mécanisme de chômage, comme d'autres mécanismes de sécurité sociale, c'est un mécanisme assurantiel. C'est-à-dire on a droit à une aide parce qu'on est dans des conditions administratives, parce qu'on n'a pas d'emploi, parce qu'on en cherche, parce qu'on a cotisé avant, parce qu'on est malade ou quoi. Un mécanisme assistentiel, qui est le revenu d'intégration, où là, il y a des conditions de pauvreté. Donc, pour avoir bénéficié du chômage, on n'a pas montré quel revenu on a, est-ce qu'on a une maison ou pas, est-ce que notre conjoint travaille ou pas. Par contre, c'est le cas pour le revenu d'intégration, où là, c'est une aide résiduelle, où on dit c'est les gens qui n'ont pas d'autres moyens de survivre. Si la personne elle a une maison, qu'elle la loue et qu'elle perçoit beaucoup de loyer, elle ne peut pas bénéficier normalement du CPS si ses revenus sont suffisants. Donc là, il y a un glissement dans la structure de l'aide sociale. Alors, il y a aussi un glissement auquel on s'attend aussi, j'imagine, dans les années à venir. Oui, très probablement, puisque on n'a pas fait de projection ici, c'est pas l'objectif du tableau de bord, de voir que va devenir. Mais quand on regarde l'évolution des chiffres suite à la réforme en 2015 des allocations de chômage, très probablement qu'on va avoir toute une série de personnes qui vont perdre leur droit au chômage maintenant avec la réforme qui va arriver, qui vont se retrouver dans les CPS avec le revenu d'intégration. Alors je ne sais pas combien de personnes exactement, mais on va très probablement arriver à une augmentation. On le verra dans les chiffres. Un autre élément qui est intéressant, c'est aussi surtout des questions de genre. Donc quand on regarde aussi, on voit, et ça c'est particulièrement plus vrai pour les plus âgés, que le recours à l'aide sociale est plus fréquent chez les femmes que chez les hommes. Notamment, par exemple, la GRAPA, c'est beaucoup plus fréquent chez les femmes. Et ça s'explique aussi à un effet de génération. Il y a beaucoup plus de femmes qui travaillaient moins ou pas avant et qui, par exemple, n'ont pas travaillé assez pour avoir accès à une pension suffisante. Et donc, elles tombent dans le système de la GRAPA. Si elles vivent avec leur conjoint, que lui a une grande pension, elles ne l'ont pas. Mais s'il y a un moyen de séparation, etc., là, elles vont devoir recourir à l'aide sociale. Donc là, on voit qu'il y a aussi quelque chose, un effet d'une insertion plus faible des femmes sur le marché du travail qui conduit à des revenus personnels plus faibles, comme on l'a vu, mais aussi à terme à devoir éventuellement plus fréquemment recourir à des aides sociales. Merci François Guesquière pour ces éclairages précieux et ce tableau de bord de la pauvreté 2025. Pour aller plus loin, je vous invite à consulter le rapport complet sur le site de l'IWEPS dans la rubrique Publications. Merci de nous avoir écoutés et à très bientôt pour un nouvel épisode du podcast de l'IWEPS.